Salut, bienvenue dans cette correction des exercices pour les cinquièmes, dans le chapitre 1 sur l'eau. C'est parti! Les 5 premières questions sont directement des questions de cours, donc si elles sont pas bien claires pour toi, il faut d'abord que tu ailles apprendre le cours, parce qu'on ne peut pas essayer de faire des exercices quand on ne connaît pas bien son cours. On va commencer par quelques rappels de définition. D'abord, le mot hydro, c'est un mot qui vient du grec et qui veut tout simplement dire l'eau. Donc il y a deux possibilités. Si tu es en latin, c'est le mot aqua, et si tu es en grec, c'est le mot hydro. Il existe plusieurs mots de la même famille qui sont directement dérivés de celui-ci. Quand il n'y a pas d'eau, eh bien devant le mot hydro, on va mettre le préfixe an qui veut dire absence de. Donc le mot anhydre, anhydrome, on a remplacé en français par anhydre, ça veut dire quand il n'y a pas d'eau. Eh bien, il se trouve que la substance chimique que nous appelons le sulfate de cuivre a une propriété étonnante, c'est que en présence d'eau ou en absence d'eau, elle n'a pas la même couleur. Eh bien, quand elle est anhydre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présence d'eau, la voici, elle ressemble à ça. Comme tu peux le constater, il s'agit d'une poudre de couleur blanche. Sur la même famille de mots tirés de hydro, nous avons le mot hydraté. Hydraté, ça veut dire qu'au contraire, la substance qui est hydratée, on lui a mis de l'eau dessus, elle est en présence d'eau. Quand tu as une crème hydratante pour la peau, c'est une crème qui est censée apporter de l'eau. Alors en fait, c'est un peu une ruse, hein, parce que on l'utilise quand on a la peau sèche, mais en fait, c'est souvent des substances grasses qui sont différentes de l'eau qu'il y a dans ces substances, mais on utilise quand même le vocabulaire que, soi-disant, ça hydrate la peau, parce que ça la rend plus souple et moins sèche. Eh bien, le sulfate de cuivre, en présence d'eau, le voici. Comme tu peux le constater, cette fois, il est de couleur bleue. Donc, si tu veux voir si dans une substance chimique il y a de l'eau ou pas, eh bien il suffit d'ajouter du sulfate de cuivre qui est anhydre au départ, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas d'eau, et à ce moment-là, eh bien s'il ne change pas d'aspect, c'est qu'il n'y avait pas d'eau, et s'il change d'aspect et qu'il devient comme ceci, eh bien tu as montré qu'il y avait de l'eau. Donc nous pouvons maintenant répondre à la question posée. La bonne réponse, je vais l'indiquer tout de suite. Ici, je t'ai mis un joli cristal de sulfate de cuivre. Donc il est en poudre comme à droite, mais dans la nature, on peut arriver à trouver des très beaux cristaux qui sont de taille beaucoup plus importante et qui sont très beaux, très belle couleur. Donc je reviens maintenant aux réponses. Et bien voilà la bonne réponse. Le sulfate de cuivre anhydre est une poudre blanche qui devient bleue en présence d'eau. Passons à la question 2 qui concerne les mélanges. Eh bien, je t'ai déjà donné un cours sur les mélanges, et voici ce que nous pouvons en dire. L'eau boueuse est un mélange d'eau et de terre, par exemple, qui est un solide, et donc il y a une phase liquide et une phase solide, donc l'eau boueuse, forcément, est hétérogène. L'eau distillée, c'est de l'eau pure, donc il y a une seule phase, donc ce n'est même pas un mélange, puisque c'est une substance qui est pure, mais en tout cas c'est homogène, c'est certain. L'eau du robinet est constituée de la phase liquide, et puis dedans, il y a des sels minéraux qui vont être dissous, mais qui sont invisibles à l'œil nu. Donc si tu prends une petite partie et que tu la mets sous une loupe, voire même un microscope, tu verras partout la même chose. Ça veut donc dire qu'il n'y a qu'une seule phase, c'est donc un mélange homogène. Et enfin, l'eau de mer, eh bien généralement, dans l'eau de mer, en plus de l'eau et du sel, il y a plein de choses, il y a des algues, des êtres vivants qui sont extrêmement petits souvent, de ce qu'on appelle le plancton, qui peut être d'origine végétale ou animale, et en plus, souvent, il y a aussi du sable, des choses qui sont dedans. Et donc, à partir du moment où, sous la loupe, on peut voir plusieurs phases, on peut dire que c'est un mélange qui est hétérogène. Si au contraire, tu ne vois qu'une seule phase, donc ça va dépendre de la limpidité de ton eau de mer, eh bien, si tu ne vois qu'une seule phase, tu peux dire que c'est un mélange homogène. En tout cas, s'il n'y a que de l'eau et du sel qui est dissous dedans, ça sera un milieu homogène. Et donc un mélange homogène. Finalement, nous pouvons considérer donc que l'eau du robinet est un mélange homogène, et puis l'eau de mer, c'est souvent le cas, c'est peut-être pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Et donc je rappelle que pour l'eau distillée, c'est pas un mélange à proprement parler, puisqu'il y a une seule substance, c'est un corps pur. Passons à l'exercice 3, où nous allons discuter du gaz qui est contenu dans les boissons pétillantes. Donc la première chose à savoir, c'est que c'est le même gaz dans toutes les boissons pétillantes. S'agit-il de la vapeur d'eau?
Eh bien, s'il s'agissait de vapeur d'eau, dans ce verre qui est présent ici, nous aurions simultanément l'eau sous sa forme liquide et sous sa forme de vapeur. Eh bien, cela est possible, mais uniquement lorsqu'on atteint la température d'ébullition de l'eau. À ce moment-là, l'eau qui est sous forme de liquide va se transformer en gaz, et on va avoir des bulles de gaz qui vont traverser ici, et qui vont s'échapper. Et on aura un mélange d'eau liquide et d'eau sous forme de vapeur. C'est donc la température d'ébullition. Ici, ce n'est pas le cas puisque nous sommes à température ambiante, donc la réponse n'est pas la vapeur d'eau. Le dioxygène, c'est un des 2 gaz essentiels qui constituent l'air. L'air que nous respirons est un mélange de gaz. Et dans ce mélange, le dioxygène est celui qui nous permet de vivre, que nous utilisons pour le fonctionnement du corps, et en particulier ce qu'on appelle la respiration, qui utilise ce dioxygène au niveau de chaque cellule de notre corps. Eh bien, il ne s'agit pas du dioxygène ou de l'air, la bonne réponse, c'est le dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone se retrouve aussi bien dans ce verre d'eau pétillante que dans ce verre de champagne. Passons à l'exercice 4 concernant la vaporisation. Alors, ce mot vaporisation, est-ce que c'est un état gazeux? Eh bien non, puisque l'état de gazeux, le même mot correspondant, c'est l'état de vapeur. Est-ce qu'il s'agit du passage de l'état gazeux à l'état liquide, c'est-à-dire un changement d'état particulier? Est-ce qu'il s'agit de le passage de l'état liquide de l'état gazeux? Eh bien, cette phrase ici ne veut rien dire. Le passage de l'état liquide de l'état gazeux, au niveau de la syntaxe, de la construction de la phrase, cette phrase ne veut rien dire. Ou bien, enfin, est-ce que c'est un changement d'état, comme pour ici, mais un autre changement d'état? Eh bien, pour avoir la réponse, nous allons voir un petit document sur lequel est résumé l'ensemble des changements d'état qui existent. Sur ce document, nous voyons les 3 états de la matière, solide, liquide, gaz, et nous voyons qu'on peut passer d'un état de la matière à l'autre. Eh bien, nous voyons que le mot vaporisation est quelque part sur ce document. Est-ce que tu l'as repéré? Oui, effectivement, il est ici, en haut à droite, vaporisation, donc c'est un changement d'état, comme ceci. Et quel est ce changement d'état? Eh bien, la vaporisation correspond au passage du liquide au gaz. Donc ce n'était pas ce changement d'état-là, puisque ici on nous proposait de l'état gazeux à l'état liquide, ça c'est l'inverse, c'est ce qu'on appelle la liquéfaction. Donc ici, le passage du liquide au gaz, c'est la vaporisation. Cette vaporisation peut se faire de 2 manières, soit par évaporation, soit par ébullition. Nous reviendrons plus en détail sur ces notions dans un cours sur les changements d'état que j'ai déjà préparé et que je te donnerai prochainement. Pour l'exercice 5, il s'agit d'un mot croisé. Alors commençons par la première ligne. Donc première définition horizontale, permet d'identifier le gaz contenu dans les boissons pétillantes. La réponse est en 3 mots. Il s'agit de l'eau de chaux. L'eau de chaux est un liquide qui contient une substance qu'on appelle la chaux, donc ça s'écrit CHAUX, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit chaud ou froid. Donc c'est une poudre blanche qui va se dissoudre en partie dans l'eau de chaux, et puis tu peux dissoudre une certaine quantité. Au-dessus, eh bien, tu n'y arrives plus, on dit qu'il y a saturation, et tu récupères la partie qui est au-dessus, qui est limpide, on dit que l'eau de chaux est saturée. Eh bien, un test à l'eau de chaux consiste à prendre de l'eau de chaux saturée et à faire barboter ou buller, c'est la même chose, un gaz à l'intérieur, et si ce gaz est le dioxyde de carbone, à ce moment-là, l'eau de chaux va se troubler. Alors pourquoi elle se trouble? Parce qu'au contact du dioxyde de carbone, il y a des petites particules solides qui ressemblent à de la craie, qui vont se former, et c'est ce qu'on appelle un précipité. Eh bien, ce précipité blanchâtre qui trouble l'eau de chaux est caractéristique de la présence du gaz dioxyde de carbone. C'est ce qui se passe sur l'image de droite ici, où tu vois ce garçon qui souffle dans de l'eau de chaux qui au départ était saturée et limpide. Eh bien, quand il expire, il va renvoyer de l'air qu'il avait inspiré. Cet air contient essentiellement, tu le verras en quatrième, du dioxygène et du diazote, mais nous gardons une petite partie de dioxygène que nous utilisons dans le cadre de la respiration, au niveau des cellules du corps, et puis nous rejetons un petit peu de gaz dioxyde de carbone. Et c'est ce dioxyde de carbone qui va venir troubler l'eau de chaux.
Alors ici, dans ce récipient, nous avons un bouchon avec 2 trous, et dessus, il y a 2 tubes à dégagement. Donc le garçon souffle, l'air qu'il expire va arriver par ce tube, va passer dans l'eau de chaud, c'est ça qui va faire les bulles, et puis enfin, le gaz va s'échapper par l'autre tube à dégagement et va ressortir ici. Mais au passage, le dioxyde de carbone va être piégé dans l'eau de chaud, et c'est lui qui va créer ce trouble caractéristique. Alors si tu souffles trop longtemps, ce trouble disparaît parce qu'il y a une autre transformation chimique qui a lieu, mais ce n'est pas le sujet du jour. Sache simplement que pour faire ce test, dès qu'il est positif, le test, il faut s'arrêter de rajouter du gaz, parce que sinon, ça risque de disparaître. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux, si tu te souviens de ce que nous avons vu tout à l'heure, il s'agit de la vaporisation. Puis pour la couleur du sulfate de cuivre, c'est facile, en présence d'eau, nous savons qu'il est de couleur bleue. Un liquide qui contient une seule substance, eh bien cette substance elle est pure, comme ceci, c'était en 4 verticales. Et pour finir, eh bien je l'ai dit il y a quelques secondes, l'eau de chaux en présence de dioxyde de carbone, elle va se troubler, donc elle se trouble. Et voilà pour ce mot croisé. Passons à l'exercice 6. Bien, pour savoir si un liquide incolore est un corps pur, eh bien, plusieurs techniques. Alors, premièrement, j'utilise de l'eau de chaux. Eh bien non, puisque nous venons de voir que l'eau de chaux, ça sert pour montrer la présence du gaz dioxyde de carbone, donc rien à voir avec un liquide incolore. Ensuite, parmi ces 3 techniques, voyons la dernière, je le goûte. Alors ça, c'est à exclure. En chimie, on ne goûte jamais, jamais, jamais une substance. On ne met pas non plus le nez dessus pour la sentir. La raison, c'est qu'il peut y avoir des substances qui sont toxiques. Certaines peuvent être toxiques immédiatement, donc tu peux être empoisonné en les absorbant ou en les sentant, ou en les goûtant évidemment. Et puis, il y en a d'autres qui sont pas toxiques immédiatement, mais qui sont, toxiques sur le long terme et donc qui peuvent être cancérigènes ou bien qui peuvent être tératogènes pour les femmes qui sont enceintes, ça peut poser des problèmes pour les bébés. Donc en aucun cas, on ne goûte, jamais. Alors est-ce que je peux filtrer? Eh bien le problème c'est que si j'ai un liquide incolore, ça veut dire que j'ai une seule phase. Et donc supposons que le liquide, contienne en fait, d'autres substances, qui sont dissoutes, eh bien si je filtre, tout va passer au travers des trous du filtre et je ne vais pas réussir à séparer les constituants qui sont, à l'intérieur de ce mélange. Pareil, si j'ai par exemple un mélange d'eau et d'alcool, eh ben je peux essayer de les séparer comme ceci, mais ça ne fonctionnera pas. Donc la bonne technique, c'est la technique de vaporisation, comme ceci, et cette technique consiste à faire en sorte que le liquide se vaporise. Alors soit on le laisse faire par évaporation, comme par exemple de l'eau salée, ou bien on peut accélérer la chose en faisant bouillir le tout, de manière à ce que le liquide se vaporise plus rapidement par ébullition. À ce moment-là, s'il y a des dépôts solides dans le récipient de départ, ou bien s'il y a un autre liquide qui reste, eh bien ça veut dire que ce n'était pas un corps pur, mais un mélange. Et si au contraire il ne reste rien dans le récipient de départ, c'est que nous avions un corps pur avec ce liquide et que tout est arrivé dans le récipient d'arrivée. Voilà pour cette question. Dans l'exercice 7, le test de reconnaissance du dioxyde de carbone. Alors une flamme, non, mais ceci dit, ce test existe, mais ce n'est pas pour le dioxyde de carbone, c'est par exemple pour un gaz comme le dihydrogène, tu verras ça en classe de 3e, on peut utiliser un test dit de flamme, mais pas avec le dioxyde de carbone. Au contraire, le dioxyde de carbone, si tu approches par exemple une bûchette incandescente, elle va avoir tendance à s'éteindre. Donc ça peut être éventuellement un test qui montre que, si ça s'éteint, en tout cas ce n'est pas un certain gaz, par exemple le dioxygène, on utilise la bûchette incandescente qui va se rallumer, eh bien, au contraire avec le dioxyde de carbone, elle va s'éteindre. Donc ce n'est pas un test caractéristique de dioxyde de carbone, il permet juste d'exclure par exemple qu'il ne s'agissait pas de dioxygène. Le sulfate de cuivre, évidemment non, puisque c'est le test de reconnaissance de l'eau, et tu t'en doutes, il reste maintenant le test que nous avons vu plusieurs fois, je le mets au contact de l'eau de chaux, et toujours, je précise, de l'eau de chaux saturée. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, c'est l'objet de la question 8. Lorsque l'eau de chaux est en contact avec du dioxyde de carbone, eh bien, elle se trouble. Nous l'avons vu maintenant plusieurs fois. La question 9 a déjà été abordée plusieurs fois, et pourtant,
j'ai toujours des réponses fausses dans les évaluations et c'est sûr que c'est une question d'évaluation. La poudre qui permet de détecter la présence d'eau est, eh bien, j'ai des élèves qui me répondent de sulfate de cuivre hydraté. Eh bien, c'est faux. Évidemment, c'est faux. Pourquoi? Parce que le sulfate de cuivre est bien la substance qui permet de tester la présence d'eau, mais s'il est déjà hydraté au départ, il est déjà bleu. Et à ce moment-là, on peut rajouter ce qu'on veut dessus, ça ne changera rien à l'affaire. Donc, il ne faut pas que le sulfate de cuivre soit hydraté au départ, puisque là, on ne démontre rien. Donc, la bonne réponse, c'est la dernière, il faut que le sulfate de cuivre soit anhydre, qu'il n'y ait pas un corps de présence d'eau. À ce moment-là, si en testant il devient bleu, ça veut dire que l'eau est bien présente grâce à la substance qu'on cherche à tester. Prenons l'exemple sur la page suivante, avec l'exercice qui est corrigé. Si tu prends de l'huile et que tu rajoutes du sulfate de cuivre anhydre, eh bien il va rester blanc. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas d'eau dans l'huile. Donc ici, ça veut dire qu'il ne faut plus confondre les états physiques de la matière, l'état liquide, avec le fait qu'on a de l'eau. On peut avoir de l'eau sous l'état solide, par exemple dans la glace, liquide, c'est l'eau habituelle, et vapeur, la vapeur d'eau. Et puis, on peut avoir un liquide qui n'est pas de l'eau, hein, donc ne pas confondre eau et liquide. L'huile est liquide à température ambiante, mais elle ne contient pas d'eau, le sulfate de cuivre reste blanc. Par contre, ici, si on prend une tranche de pomme de terre ou d'autres choses, on verra quelques exemples, eh bien, si nous mettons du sulfate de cuivre, nous voyons qu'il devient bleu. L'eau dans la pomme de terre est bien présente, donc même si la pomme de terre est un solide, eh bien, elle contient de l'eau, et le changement de couleur ici nous le confirme. Donc, prenons par exemple la question 4, les frites sont-elles un apport d'eau pour le corps? Eh bien oui, et de manière plus générale, quand tu manges, eh bien, tu absorbes de l'eau. Tu absorbes de l'eau évidemment en buvant, mais aussi en mangeant. Donc quand tu manges des légumes, des tomates, du melon, pour le dessert, quand tu manges de la viande, eh bien, il y a toujours une part d'eau dans, tous les êtres vivants et donc comme nous mangeons, des parties des choses qui proviennent d'autres êtres vivants, eh bien, nous absorbons de l'eau au passage. Ici, il faut faire attention à un aspect qui piège beaucoup d'élèves. Les élèves se disent: «Si ça reste blanc, c'est qu'il y a pas de sulfate de cuivre, si ça devient bleu, il y a pas d'eau, pardon, si ça devient bleu, il y a de l'eau, mais qu'est-ce qui se passe si ça change de couleur, mais pour une autre couleur?» Voici un exemple. Je prends par exemple un tube à essai dans lequel j'ai un liquide jaune, et puis j'ajoute du sulfate de cuivre qui est anhydre, donc qui est blanc, et voici ce que j'obtiens. Alors la question est: y a-t-il de l'eau dans le liquide jaune de départ? Eh bien, certains élèves disent: «Ben non, c'est pas devenu bleu», et évidemment, ils se trompent. Pourquoi? Puisque ce liquide contient de l'eau et au contact du sulfate de cuivre, le sulfate de cuivre anhydre va devenir bleu. Sauf que ce liquide n'est pas incolore au départ, il a déjà une couleur jaune. Et tu sais bien que si tu as quelque chose qui a une couleur jaune et quelque chose qui a une couleur bleue, eh bien le résultat des 2 va donner une couleur verte. Donc il ne faut pas déduire du résultat vert qu'il n'y a pas de sulfate de cuivre parce que qu'il n'y a pas d'eau parce que ce n'est pas bleu. Il faut au contraire se dire: «Le sulfate de cuivre a changé de couleur en s'hydratant, mais comme il y a une couleur déjà au départ, c'est la combinaison finale des 2 couleurs que j'obtiens à l'arrivée et ça prouve bien qu'il y avait de l'eau dans le tube de départ». Si par exemple tu prends du vin rouge et que tu rajoutes du sulfate de cuivre anhydre, qui est blanc au départ, eh bien le vin rouge, il y a de l'eau dedans, donc le sulfate de cuivre va devenir bleu, et le bleu du sulfate de cuivre et le rouge du vin va donner une couleur violacée. Donc tu vas obtenir un mélange violet, et tu pourras en déduire que dans le vin rouge, il y a de l'eau. Pour l'exercice 11, eh bien, je te renvoie à ce que tu as vu, tout à l'heure. C'est le test à l'eau de chaud évidemment. Bien, maintenant que nous avons vu toutes ces connaissances, nous allons pouvoir, nous entraîner sur les exercices suivants. Alors pour l'exercice 12, nous avons 4 substances, qu'on peut manger, des aliments, et puis sur, ces 4 substances, nous rajoutons un peu de sulfate de cuivre qui est anhydre au départ. Et observons le résultat. Bien, nous voyons que sur la tomate, c'est devenu bleu, sur la pomme de terre aussi, sur l'orange aussi. Donc, pour ces 3-là, pas de problème. Le fait que le sulfate de cuivre anhydre devienne bleu nous montre bien que au départ, il y a de l'eau dans ces 3 aliments.
Maintenant, qu'en est-il du lait en poudre? Eh bien, si on regarde, on a l'impression que c'est un petit peu vaguement gris bleuté. Et donc, sur ce genre de situation, quand on fait les expériences, j'ai toujours des élèves qui me disent: «Ah mais, ça change un peu de couleur, il doit y avoir un petit peu d'eau». Eh bien la réponse est non, et je vais t'expliquer pourquoi on a cette fausse impression. La réponse est non, et ça correspond à la question 2, le lait contient de l'eau, pourquoi le lait en poudre n'en contient-il pas? Eh bien tout simplement, le lait en poudre, c'est un lait qui a été déshydraté. C'est-à-dire que le lait, à l'origine, contient essentiellement de l'eau, mais aussi d'autres substances, qui sont présentes ici, et quand on déshydrate le lait, on enlève toute l'eau, eh bien il reste les résidus à sec, qui sont présents ici. Alors pourquoi est-ce qu'on a quand même l'impression que ça changeait un peu de couleur? Eh bien, il se trouve que quand tu as du sulfate de cuivre qui est parfaitement anhydre, par exemple si tu ouvres une boîte où il a été conservé à l'abri de l'humidité, il est parfaitement anhydre, il est bien blanc. Mais si tu en mets un petit peu dans une coupelle, même en présence de rien d'autre, et que tu le laisses quelques minutes ou quelques heures à l'extérieur, eh bien ce qui va se passer, c'est que dans l'air qui est autour de nous, il y a un peu de présence de vapeur d'eau, on dit qu'il y a un peu d'humidité dans l'air. Alors si c'est un jour il fait très sec, très chaud, il y en a très peu, et puis si c'est un jour où il fait humide, où il pleut dehors, il y en a beaucoup plus. Donc ce qui va se passer, c'est que le sulfate de cuivre anhydre va capter un petit peu de vapeur d'eau qui est présente dans l'air. Du coup, il va légèrement changer de couleur. Alors évidemment pas du tout autant que s'il y a une grande présence d'eau, mais il peut éventuellement changer un tout petit peu de couleur. Donc si tu fais l'expérience très rapidement et que tu prends la photo tout de suite, tu obtiens un résultat qui est très bon. Mais si tu attends un petit peu avant de faire la photo, il est possible que le sulfate de cuivre anhydre se soit légèrement coloré à cause de l'humidité présente dans l'air. Passons à l'exercice 13. On verse le même volume d'eau, 5 millilitres, d'eau salée, dans ce qu'on appelle des verres de montre, hein, donc c'est des toutes petites coupelles légèrement courbées. Et puis on attend. On laisse ça à l'air libre pendant quelques jours. Et au bout de quelques jours, on observe le résultat suivant. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la chose suivante, c'est que l'eau, qui est à l'état liquide à température ambiante, va se vaporiser par évaporation. Donc l'évaporation, c'est la transformation de l'eau liquide en eau vapeur dans les conditions normales, ambiantes, à température habituelle. Et ça prend longtemps. Eh bien, on observe que là où il y avait de l'eau, il n'y a plus d'eau, mais maintenant on a ce qu'on appelle un résidu à sec, ou un extrait à sec, c'est-à-dire qu'il reste une poudre blanchâtre. Tu vois qu'il y en a beaucoup à gauche et un petit peu à droite. Eh bien, ce sont ce qu'on appelle les sels minéraux qui étaient dissous dans l'eau. Alors ici, on avait dans un premier temps des mélanges homogènes, c'est-à-dire que ces substances étaient dissoutes, il y avait une seule phase, mais une fois que l'eau s'est évaporée, ben, il reste la phase solide. Et donc, nous observons ici les sels minéraux qui sont présents. On constate que dans l'eau qui est à gauche, il y en a beaucoup plus que dans l'eau qui est à droite. Alors ça nous amène à l'exercice 14. Tu peux faire l'expérience à la maison si tu as des bouteilles d'eau minérale, ou bien si tu vas faire des courses avec quelqu'un de ta famille, tu passes au rayon des eaux minérales et tu compares les différentes étiquettes que tu peux observer sur les différentes marques d'eau minérale. Eh bien, tu verras qu'il y a la composition ici, à l'arrière, c'est ce qu'on appelle l'extrait à sec. C'est indiqué ici, en dessous du rectangle. On chauffe, on fait vaporiser l'eau par ébullition, en chauffant très fort, à 180°C. Donc toute l'eau s'est transformée en vapeur d'eau, et il nous reste uniquement les sels, donc les dépôts qui sont ici, et puis ensuite on fait une analyse de ces sels et on mesure la masse de sel présente. Et bien pour cette eau minérale-là, eh bien, on voit qu'il y a une certaine quantité de calcium, sodium, magnésium, potassium, hydrogénocarbonate, sulfate, chlorure et nitrate. C'est ce qu'on appelle les sels minéraux. Alors dans toutes les eaux minérales, c'est à peu près les mêmes sels minéraux qui sont présents, mais ce qui change, c'est les quantités. Donc certaines eaux minérales sont très riches en sels minéraux et au contraire d'autres sont très pauvres, ça veut dire qu'elles sont très pures. Donc pour le corps, les sels minéraux, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas de trop grandes quantités non plus, parce que sinon ça peut poser des problèmes au niveau des reins en particulier. Donc pour un bébé, on dit souvent qu'il vaut mieux une eau qui contient peu de sels minéraux, parce que pour un bébé, évidemment, il a des reins qui sont très petits, il a besoin de quantités faibles, donc il n'a pas besoin de grandes quantités de sels minéraux.
Par contre, si tu prends un sportif ou bien un travailleur physique qui va transpirer beaucoup, il va perdre beaucoup de sels minéraux. Donc pour lui, c'est intéressant, évidemment de s'hydrater beaucoup, en buvant beaucoup et éventuellement en buvant avec beaucoup de sels minéraux pour compenser, ce qu'il a perdu en transpirant. Répondons maintenant aux questions. Premièrement, l'eau de cette bouteille est-elle pure? La réponse non, puisqu'elle contient, en plus de l'eau, un certain nombre de solides, donc qui sont dissous, les sels minéraux. C'est la réponse à la question 2. Comment appelle-t-on ces constituants présents dans l'eau? Les sels minéraux. Question 3. Décris une expérience qui permettrait de prouver ta réponse à la question 1. Eh bien, ça renvoie directement à l'exercice 13. Si tu vaporises l'eau par évaporation ou bien pour aller plus vite par ébullition en faisant chauffer, il te restera le résidu à sec, comme sur l'image qui est en bas à gauche. Question 4. D'après l'étiquette, quelle masse de calcium contient 1 litre de cette eau? Eh bien, lisons l'étiquette. Il y a marqué ici analyse en milligrammes par litre. Ça veut dire qu'on prend 1 litre d'eau et qu'on mesure la masse des différents sels minéraux. Et on voit que pour le calcium, le premier de la liste, il y a 0,8. Alors 0,8 quoi? 0,8 milligrammes pour 1 litre d'eau. Donc on nous pose la question, quelle masse de calcium contient 1 litre de cette eau? La réponse est donc 0,8 milligrammes. Question un petit peu plus compliquée, si tu bois 500 millilitres de cette eau dans la journée, quelle quantité totale en milligrammes de calcium et de magnésium as-tu absorbé? Eh bien pour répondre à cette question, il faut savoir convertir 500 millilitres en litres, puisque les résultats qui sont dans ce tableau sont donnés en litres. Pour pouvoir les utiliser, il faut connaître le volume que la personne a bu, enfin que toi tu bois en l'occurrence, en litres, donc il faut convertir. Alors, 2 possibilités, soit tu vois tout de suite que le millilitre, ça veut dire qu'il faut 1000 millilitres pour faire 1 litre, de la même manière qu'il faut 1000 mètres pour faire 1 kilomètre, eh bien 500 millilitres, c'est la moitié de 1000, donc c'est un demi-litre. Maintenant, si tu ne le vois pas, eh bien il faut utiliser un tableau de conversion d'unités. Donc je vais te faire un petit rappel là-dessus. Voici un extrait du tableau de conversion d'unités. Enfin, de tableau de conversion de multiples et de sous-multiples, plus exactement. Donc je te rappelle que ce tableau, il faut absolument, impérativement, le connaître par cœur et être capable de l'utiliser. Donc je te renvoie aux 2 vidéos que j'ai faites sur le sujet, la première pour expliquer comment il fonctionne, enfin pourquoi est-ce qu'on l'a fait, et comment le construire, et la deuxième pour l'utiliser. Nous allons placer ce nombre de 500 millilitres dans le tableau. Alors le fait que ce soit des litres n'a aucune importance. Ça pourrait être des millis, ce qu'on veut, hein, des milligrammes, des millimètres, des millivolts, ça serait la même chose. Milli, c'est la colonne qui nous intéresse. Donc le dernier chiffre des unités ici, le deuxième zéro de 500, c'est lui qui va aller dans la colonne des millis, comme ceci. Donc je place la virgule dans la colonne des millis à droite, et juste à côté, je peux mettre le 0 de 500. Maintenant je mets un chiffre par colonne, et ça nous donne donc 500, comme ceci. Je vais obtenir un résultat en litres, ça veut dire que devant le mot litre, il n'y a rien, donc ça veut dire que je suis dans la colonne des unités. Donc la nouvelle colonne qui m'intéresse, c'est celle-ci, je place les virgules ici. Et donc maintenant je vais effacer la virgule de départ, comme ceci, et puis je vois qu'il faut que je rajoute un 0 ici. Pour finir, j'enlève les 2 zéros qui ne me servent à rien, comme ceci. Et j'obtiens donc le résultat qui m'intéresse, c'est que 500 millilitres, c'est la même chose que 0,5 litres, c'est-à-dire la moitié d'un litre, un demi-litre. Ce résultat, je l'écris ici à droite, 500 millilitres égale 0,5 litres égale un demi-litre. Il me reste maintenant à savoir quelle est la quantité de calcium qui correspond à un demi-litre. Eh bien, le résultat, le voici. Je prends un demi fois 0,8 mg, qui est la donnée qui est ici dans le tableau, et ça fait 0,4 mg. Et pour le potassium, je vais faire la même chose. Alors il ne s'agit pas du potassium, mais il s'agit du magnésium. Donc pour le magnésium, je vois que pour 1 litre, j'ai 1 mg, et donc pour un demi, j'obtiens
1 demi fois 1 mg égale 0,5 mg. Et le tour est joué. Passons à l'exercice 15. Dans l'exercice 15, je prends un comprimé d'aspirine ou de paracétamol que je place dans un verre d'eau et j'obtiens ici des bulles, ce qu'on appelle une effervescence. Eh bien, il y a une transformation qui s'opère à l'intérieur du médicament ici, qui va libérer un gaz et on nous demande de montrer que ce gaz, c'est peut-être du dioxyde de carbone. Donc je rappelle que pour montrer la présence de dioxyde de carbone, ce qu'il faut faire, c'est un test à l'eau de chaux. Pour faire ce test à l'eau de chaux, j'ai besoin d'eau de chaux saturée et j'ai besoin de mélanger le gaz, avec l'eau de chaux. On dit qu'on le fait buller ou barboter. Alors si je me contente de rajouter de l'eau de chaux dans le verre, eh bien je n'obtiendrai aucun résultat, même si le gaz est du dioxyde de carbone. La raison est simple, c'est qu'il y a déjà de l'eau dans le verre, donc si je rajoute de l'eau de chaux, la solution d'eau de chaux ne sera plus saturée et donc l'expérience n'a aucune chance de fonctionner. Donc il faut que, au contraire, je récupère le gaz ici et que je l'amène dans un autre endroit où il y a de l'eau de chaux saturée. Et bien pour faire ça, je vais faire une expérience de ce type-là. Donc ici, on a pris une bouteille d'eau pétillante, donc je rappelle bien qu'on dit bien pétillant, parce que si vous dites de l'eau gazeuse, ça sous-entend que c'est de l'eau sous forme de vapeur, à température très élevée, ce qui n'est pas le cas ici. Une eau pétillante, c'est une eau qui est à température ambiante, qui est liquide, mais qui contient un gaz qui est susceptible de sortir sous forme de bulle, donc de se vaporiser. Alors ce gaz va sortir de la bouteille, on va mettre un bouchon qui est ici percé, avec un tube à dégagement, et donc le gaz est obligé de, s'il n'y a pas de fuite évidemment ici, le gaz est obligé de suivre le tuyau, et va arriver ici, et là je le fais tremper, je le fais buller, je le fais barboter dans un bécher qui contient une solution d'eau de chaux saturée. Le gaz au contact, ici de l'eau de chaux, eh bien s'il réagit, il s'agit du dioxyde de carbone. Et si tu fais l'expérience, car évidemment je ne peux pas te faire là de loin, eh bien je te garantis que tu vois l'eau de chaux se troubler, et ça veut donc dire que ce gaz qui se forme est bien du dioxyde de carbone. Ça nous permet de conclure sur l'exercice 16. Certains d'entre vous ont peut-être à la maison une fontaine spéciale avec des cartouches de gaz pour obtenir des boissons pétillantes. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les boissons pétillantes, elles sont toutes constituées d'un liquide à base d'eau, qui peut éventuellement contenir d'autres substances, des sucres, des substances chimiques diverses, aromatiques, de l'alcool éventuellement, et puis le gaz qui est dissous, c'est le dioxyde de carbone. Eh bien pour vérifier, on fait une expérience de ce type-là. Je pense que tu en sais maintenant assez pour te débrouiller tout seul et finir les exercices qui restent sur les pages suivantes pour t'entraîner. Donc, je te rappelle la bonne méthode. D'abord, lire le cours, le comprendre, utiliser les vidéos pour ça, les documents de cours que je donne, demander autour de toi si tu as encore des difficultés, éventuellement me demander à moi par MBN si tu as encore des difficultés, et puis quand tu as compris, il faut apprendre. Donc apprendre, ça consiste pas juste à lire, mais ça consiste à écrire. Tu prends une feuille blanche, tu essayes de noter tout ce que tu connais sur le sujet, tu lis, tu réécris plusieurs fois, tu te fais interroger, mais pas tout de suite, quelques heures plus tard, ou mieux le lendemain ou le surlendemain, pour voir ce dont tu te souviens. Et une fois que tu connais ton cours, eh bien tu peux faire les exercices d'application, et normalement quand on connaît bien son cours, c'est assez facile de répondre aux exercices. Donc bon courage à toi, la semaine prochaine probablement une évaluation, donc bon travail, à bientôt.